Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties et bien évidemment pour parler plateformes de streaming. Mais nous n'allons pas parler d'un contenu en particulier car comme vous savez sur la chaîne on se retrouve tous les premiers mercredis du mois pour parler Top 10. Et pour marquer le changement d'année, j'en profite par ailleurs pour vous souhaiter à tous une très joyeuse année 2023, épanouissante avec la réalisation de vos projets si vous en avez, le bonheur, la joie, la santé, etc. Mais je vous ai fait un petit message le jour du nouvel an donc vous êtes déjà au courant pour mes meilleurs vœux. Mais pour marquer le coup de la nouvelle année, je voulais à la fois vous proposer le traditionnel Top 10 des films de 2022 et nouveauté sur la chaîne, le flop 10 des films de 2022. Flop pas au sens box-office parce que aller chercher des chiffres etc c'est pas ce qu'on fait sur la chaîne. Moi ce sera le flop, c'est-à-dire mes déceptions. Les films que j'attendais ou non mais qui m'ont particulièrement déçue en l'année 2022. Vous avez voté sur Twitter et sur l'onglet communauté de YouTube pour savoir si vous souhaitiez d'abord avoir les flop 10 et les top 10 et c'est donc pour un flop 10 que l'on se retrouve aujourd'hui. Je n'en dis pas plus, c'était déjà très long. Je vous laisse avec le générique et on se retrouve juste après pour parler déception. Alors avant de commencer, je vous fais un avertissement, évidemment mon flop 10 est le mien, c'est mon avis à moi, mes déceptions à moi. Il y aura peut-être des films que vous avez adorés dans mes déceptions de 2022, vous avez peut-être été déçus par d'autres contenus, ça vous pouvez me le dire en commentaire, allez-y n'hésitez pas à mettre votre flop 10 en commentaire, les 10 films qui vous ont le plus déçus en 2022, mais comme toujours sur la chaîne, ce sera un top complètement subjectif concernant mes goûts, mes attentes, les films que moi j'ai vus. Pareil, il y a des films qui ont peut-être été particulièrement décevants en 2022 et que j'ai même pas vu au cinéma, donc par honnêteté intellectuelle, évidemment, je les ai pas mis dans le classement si je ne les ai pas vus. Par exemple, Pinocchio, le live action de Disney, je ne l'ai pas vu, il paraît qu'il était particulièrement décevant, mais je vous avoue que je me suis pas imposé ça. Donc voilà pour le petit point avertissement, on commence dès à présent avec la 10e position. En 10e position, j'ai mis un film que j'attendais évidemment, comme la plupart des films de ce flop, c'est des films que j'attendais pour l'année 2022, qui m'a déçu, mais à la fois, je m'attendais à être déçue, donc ça a un petit peu réduit l'impact sur moi. C'est Les Animaux Fantastiques, le 3e opus, Les Secrets de Dumbledore. Il est sorti le 8 avril 2022, il dure 2h33. Honnêtement, la saga Animaux Fantastiques, de toute façon, c'est une saga qui n'est pas du tout aboutie. C'était très attendu, une suite dans l'univers d'Harry Potter, et là, pour moi, comme pour beaucoup de monde, c'était pas vraiment ce qu'on attendait, c'était pas vraiment ce qu'on souhaitait, et c'est une saga qui n'arrive pas vraiment à trouver son identité. Au départ elle s'orientait plutôt vers Norbert Dragono, ensuite il y a Dumbledore qui est arrivé, ensuite ils ont réintégré Poudlard, là ils nous ont vraiment mis beaucoup de fanservice dans ce 3e opus avec beaucoup de Poudlard etc, avec une apparition de McGonagall par exemple, mais ça ne matche pas, la magie n'est pas là, J.K. Rowling n'est pas une scénariste de films, même si là on a Steve Kloves qui avait scénarisé les films, les premiers films, la majorité des premiers films, qui vient en soutien. Le scénario est très bancal, tu sens qu'ils essayent de faire le lien entre ce qui a déjà été dit dans le second film qui était déjà pas très abouti, mais second film qui avait au moins une identité un petit peu visuelle, un petit peu intéressante. Là on est sur un truc transitionnel. Honnêtement si je m'étais pas replongée dans les images du film pour ce flop 10, je me souvenais plus de grand chose, ça ne m'a pas du tout marqué et ça a été une grosse déception, et financièrement aussi, même au niveau du box-office, le film a été très décevant. En 9e position, maintenant, c'est un film Netflix que j'attendais avec impatience parce que les bandes annonces m'enthousiasmaient plutôt et parce que ça parlait d'un personnage historique que j'apprécie et sur lequel je voulais en savoir plus, c'est le film Blonde. Il est sorti le 16 septembre donc sur la plateforme de streaming Netflix, il dure 2h46 donc c'est un très gros morceau, et s'il y a un point qui est très positif dans le film, c'est Ana de Armas et les reconstitutions basées sur des photographies de Marilyn Monroe qui sont faites de l'esthétique de Marilyn. Mais il n'y a vraiment que l'esthétique à sauver dans ce film, et encore pas tous les passages parce que le film est très très expérimental au niveau visuel. C'est pas un mal, c'est pas un bien, faut juste que ce soit bien dosé et bien accompagné par un scénario porteur, parce que s'il y a que de l'esthétique, autant aller voir une expo photo. C'est vraiment un film qui a pour volonté d'être très innovant, très contemporain au niveau visuel, et très idéologique, puisque ce n'est pas du tout un biopic comme avait pu le vendre Netflix, c'est un film qui s'inspire d'événements de la vie de Marilyn Monroe pour en faire un espèce de caractère fictionnel et pour passer des messages sur la société, pour faire des espèces de métaphores sociales. Moi vraiment je l'ai perçu comme un film qui n'est pas très respectueux de la mémoire déjà de Marilyn Monroe. En tant que femme comme en tant qu'actrice, j'ai pas trouvé que le personnage historique de Marilyn Monroe était particulièrement respecté dans le film, j'ai trouvé que le film était outrancier, qu'il était voyeuriste, voilà, ça m'a vraiment déplu. En plus c'est très très long, donc ça a été beaucoup
de longueur et beaucoup de moments très désagréables. Je vous renvoie pour en parler plus largement vers ma critique. De toute façon, tous les films dont je vais parler dans ce flop 10, j'ai fait des vidéos dessus dans l'année, donc voilà. C'était vraiment pas un bon moment et j'ai été déçue parce que Ana de Armas dans le rôle de Marilyn Monroe, j'attendais ça. Un beau film qui rend hommage à l'image de Marilyn Monroe, j'attendais ça et mes attentes n'ont pas du tout été satisfaites. En 8e position, nous avions un film français qui me paraissait super innovant, super intéressant et qui m'a beaucoup déçue, mais un petit peu comme pour Les Animaux Fantastiques 3, comme c'était un film français réalisé par Jean-Pierre Jeunet qui a réalisé Les Aventures de Amélie Poulain que je n'apprécie pas particulièrement, voilà, j'avais tempéré mes attentes mais j'ai été très déçue par le film Big Bug. Le film est sorti sur la plateforme Netflix le 11 février 2022, il dure 1h51 et c'est ultra décevant. Mais alors vraiment, on avait dans la bande-annonce des visuels super léchés, un peu colorés, un peu décalés, avec un style un petit peu le futur, mais comme on le regardait dans les années 70-80, les voitures volantes, les maisons entièrement robotisées, mais avec un style un petit peu disco, très coloré, etc. Franchement, il y avait un gros potentiel visuel et ça retourne à la soupe à la gadoue. C'est vraiment très déplaisant, les personnages ne sont pas du tout développés. Ils rentrent dans les clichés habituels du film français avec la voisine, les tromperies, les machins. Mais c'était extrêmement décevant, vraiment, c'était très décevant. Le film n'a d'ailleurs pas du tout fait parler de lui, c'est mérité, voilà, c'est pas forcément un film que je vous recommande parce que c'est long, en plus tu y passes presque 2 heures là-dedans et oh là là, puis l'intrigue est pas très intéressante, les machines, en fait on te les présente comme si elles allaient se rebeller contre les humains, mais en fait c'est pas vraiment ça, il y a une espèce de délire autour du créateur et tout, il y a un second degré qui tombe à plat parce que l'humour est... Enfin bref, c'est non, voilà, c'est non. En 7e position, nous allons parler d'un film qui m'avait particulièrement énervé au moment du visionnage et j'avais fait une vidéo particulièrement vénère sur ce film. Maintenant, je vous avoue que depuis, je me suis calmée dans ma colère et le film me fait plus pitié qu'autre chose. C'est le film de Sony dans le Bad Guys of Spider-Man Without Spider-Man Sony Universe. C'est évidemment Morbius. Ce film me fait de la peine, voilà. C'est triste parce que le héros était plutôt... Enfin, l'anti-héros avait plutôt du potentiel, je trouve. On aurait pu faire quelque chose de très gothique, très vampire, un petit peu intéressant. Dans la veine de ce que Marvel a fait avec Werewolf by Night par exemple. Pareil au niveau du casting, enfin moi Jared Leto je l'aime bien. Matt Smith c'est un bon acteur, on a pu le voir dans House of the Dragon, c'est vraiment quelqu'un qui a du potentiel. Et le film tourne à la soupe, c'est vraiment dommage visuellement, c'est pas très beau. Les espèces de trucs dans la fumée, là les déplacements rapides dans la fumée, etc. L'histoire qui se tient pas. On dirait que le film a été surcuté, tout est hyper accéléré, y a pas de finesse. Enfin bref, c'est 1h44 de déception, de grosse déception parce que je l'attendais quand même. Puis j'ai toujours pas compris d'ailleurs quel wagon ils ont essayé de raccorder avec la scène post-générique. On verra bien ce que le Sony Spider-Man Bad Guys Without Spider-Man Sony Spider-Universe va devenir, mais pas convaincu. Hein. La déception que j'ai mis en 6e position est un film qui est assez clivant. Il y a des gens qui l'ont adoré, il y a des gens qui l'ont vraiment pas apprécié. Je l'ai pas détesté, mais par contre j'ai été très déçue. C'est le film 3000 ans à t'attendre. Le film est sorti cet été, il dure 1h48 et je l'ai trouvé très décevant. Je m'attendais à quelque chose de super mille et une nuits. Quand tu regardes la bande-annonce, t'as l'impression que tu vas avoir un film très mille et une nuits, très exotique, très dépaysant, avec de très beaux visuels, des reconstitutions de Babylone, des trucs un petit peu fantastiques en fait. Tu t'attends à du fantastique, tu t'attends à une fable. Puis en plus, le film il est réalisé par George Miller. George Miller c'est Mad Max Fury Road, il va nous revenir avec Furiosa dans 2 ans, je crois que c'est prévu pour 2024. En soi, il y avait grave du potentiel et puis en fait, tu te retrouves devant un film d'1h48 qui tourne sur lui-même, c'est-à-dire que vraiment on n'avance pas vraiment, on va de fable en fable, c'est blablateux, ça se regarde le nombril, c'est très réflexion sur la création, qui est créateur de qui, le conte, est-il le créateur ou la création, quel est le message à travers le conte, qui sommes-nous vraiment? J'ai trouvé ça lourd, j'ai trouvé ça faussement intellectuel, ça m'a pas plu du tout, les effets spéciaux sont immonde. Vraiment, ça me marque encore cette première scène du film où elle arrive à l'aéroport où il y a un djinn qui entre en contact avec elle. Le contact entre la main du djinn et la sienne, il y a des films des années 2000 qui font mieux. Triste, très triste. Ouais, grosse déception sur ce film, c'est vraiment dommage, ça aurait pu être très sympathique, il y a des passages qui sont relativement sympas. Et en soi, quand t'es dans les histoires qui sont racontées par le djinn, ça tourne en rond parce que le message est un peu toujours le même, mais les histoires sont intéressantes, mais j'y vais pas pour voir 2-3 petites histoires courtes. Ce qui fait que je l'ai pas mis plus haut dans la liste, parce que honnêtement, la déception a été assez immense pour ce film, je m'attendais à aller voir quelque chose de très audacieux et pas du tout. C'est vraiment l'interprétation de Idris Elba et l'interprétation de Tilda Swinton qui sont toujours au top. C'est ça qui sauve le film et heureusement parce que pour le reste ça manquait d'audace et c'était vraiment radotant.
En 5e position, on reste sur des réalisateurs sur lesquels j'avais des grosses attentes et qui m'ont déçu cette année, puisqu'on va parler du film de Cronenberg qui a été présenté au Festival de Cannes et pour lequel il y avait pourtant un dieu vivant sur Terre selon moi, Viggo Mortensen. Bon, pour contrebalancer, parce que Viggo Mortensen c'était trop de génie en une seule personne, ils ont mis avec Kristen Stewart et Léa Seydoux, histoire de contrebalancer le génie de Viggo Mortensen. D'ailleurs, l'équilibre a été bien trouvé parce que du coup, même au niveau du jeu d'acteur, le film a été décevant. Je parle bien évidemment des Crimes du futur qui est sorti le 25 mai 2022 et qui m'a énormément déçue. Moi, j'aime bien le travail de Cronenberg, je suis pas une fan, mais j'aime beaucoup, enfin sa spécialité c'est le body horror, et moi c'est quelque chose qui me parle vraiment, il y a quelque chose de très visuel, très crasseux, très dégueulasse et très audacieux dans certains de ses films et dans ce qu'il produit, c'est toujours intriguant, c'est toujours malaisant, tu te sens pas bien quand tu vas voir ses films, parce qu'il arrive à trouver cette zone où c'est regardable, mais c'est déplaisant d'une certaine manière, mais ça te fait vivre une expérience. Enfin franchement, je trouve que dans certains films de Cronenberg, il y a vraiment du génie, mais pas dans ce film-là. Les Crimes du futur, c'est 1h47 de film complètement aseptisé, il n'y a pas une seule goutte de sang, alors que le principe même, c'est des gens qui vivent dans un monde où la douleur n'existe plus et qui se charcutent les uns les autres pour faire de l'art, qui vivent ce charcutage comme de l'art. Enfin, je veux dire, tu t'attends à quelque chose de bien dégueu et pas du tout, c'est très très aseptisé, c'est très plat. Un petit peu comme George Miller d'ailleurs, c'est toute une réflexion sur soi-même, la relation entre soi et la création. Le créateur est-il au service de sa création ou la création est-elle créée par le créateur? Enfin voilà, c'est quelque chose qui tourne beaucoup, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue au niveau de la réflexion créative. Ça peut être intéressant d'avoir cette réflexion créative pour toi-même par rapport à ton travail, mais en faire le cœur d'un film, pour moi, franchement, il n'y a pas assez de corps, même au niveau de l'histoire, il n'y a pas assez, ça va pas jusqu'au bout, c'est pas assez audacieux, c'est pas assez porteur, c'est pas assez lourd. Le film dure 1h47 et je me suis beaucoup ennuyée. Donc en soi, de bonnes idées à la base du scénario, mais le film est beaucoup trop introspectif, beaucoup trop auto-centré et pas assez body horror comme on peut l'attendre de la part de Cronenberg, et vraiment pas assez visuel comme on peut l'attendre de Cronenberg. Nous arrivons en 4e position avec un film qu'il fallait bien mettre dans cette liste. J'ai eu un débat avec moi-même. Je me suis dit, est-ce que ce film-là, je dois le mettre en 10 ou 9e position parce que on savait d'une certaine manière que ça allait être décevant en allant le voir, un petit peu consulter les dégâts en allant voir ce film au cinéma, ou est-ce que je lui mets une place comme celle que je lui ai mise, la 4e position, parce que ce film m'a quand même vachement énervé et que le potentiel de base était tellement énorme et la déception était tellement grande au final, même si on s'attendait à être déçu, on était quand même déçu. C'est même pas Dewey qui dit je ne m'attendais à rien et je suis déçu, c'est je m'attendais à être déçu et j'étais plus déçu que ce que je pensais. Je parle bien évidemment du film Arthur Malédiction. 1h27 de pur bonheur, sorti le 29 juin pour que petits et grands puissent aller le voir en début de vacances scolaires. Que dire sur ce film à part que c'est une grosse arnaque du début à la fin. Donc à la base, c'est un film qui est produit et scénarisé par Luc Besson. Il y a eu des révélations, des polémiques, des affaires parce que Luc Besson a apparemment fait beaucoup appel aux jeunes étudiants de son école, des étudiants qui n'ont pas été payés et pas crédités, mais qui ont participé au tournage, d'où l'aspect très amateur de certaines images, et qui ont aussi donné des idées pour le scénario. Enfin, il y a quelque chose de très crasseux déjà derrière le film, et le film en lui-même est une grosse déception, non pas du fait des acteurs qui sont tous très jeunes et qui je pense ont été très mal dirigés, non pas du fait des équipes qui sont, après révélation, des équipes d'amateurs qui sont en école de cinéma et qui sont en train de se former, mais d'une fait du direction complètement erratique, d'une bonne idée qui a été écrabouillée dans l'œuf, réduite à l'état de purée stellaire. Enfin c'est ouais, on avait rarement fait aussi volontairement mauvais. Il y a quelqu'un qui m'a mis un commentaire intéressant il y a quelques temps en me disant qu'il était persuadé que ce film allait s'échanger sous le manteau d'ici quelques années, parce qu'il va être probablement très très peu édité au format DVD et pas très bien se vendre, enfin du moins j'espère, parce que personnellement je vous encourage pas à soutenir ce genre de projet. J'espère pas qu'il va atteindre le stade de légende urbaine du cinéma de par sa nullitude. Moi j'espère qu'il va être oublié. Alors certes c'est pas en le mettant dans mon flop 10 qu'il va être oublié, mais voilà, honnêteté intellectuelle oblige. Oui, ça a été une énorme déception, et pourtant, je m'attendais à être déçue. Nous arrivons sur le podium, et comme tout podium qui se respecte dans le cinéma, nous avons un Marvel. Oui, en 3e position de ce flop 10 de ces déceptions de 2022, nous avons, malheureusement pour une franchise que j'aime beaucoup, du moins que j'aimais beaucoup, ou dont j'aime beaucoup les premières phases, parce que maintenant il faut mettre de la nuance quand on dit qu'on aime Marvel, en tout cas moi personnellement j'y mets de la nuance. Malheureusement pour cette franchise que j'apprécie, oui, en 3e position, nous avons un film Marvel, et c'est le film Thor 4. Ce film, c'est un...
je sais pas, une mauvaise satire du film que ça aurait dû être. Il dure 2h13, ce qui est par ailleurs très long, il est sorti le 6 juillet. La SNCF elle-même a essayé de m'empêcher d'aller voir ce film pour sauvegarder ma santé mentale et psychologique, et en soi à ce moment-là j'ai mal interprété les retards de 7 heures de mon train par la SNCF, hein, j'ai mal interprété, j'ai cru qu'ils m'en voulaient personnellement, en fait ils voulaient sauver ma santé mentale, ce qui a été un échec, mais bon d'une certaine manière avec le recul, je sens bien que la SNCF voulait mon bien ce jour-là. Pour plus d'informations je vous renvoie vers ma vidéo sur Thor 4 et mes aventures de train, c'était épique. En matière de film, ce Thor 4, c'est Marvel au plus bas niveau. En matière de série, c'était également cette année, hein, c'était She-Hulk. Je ferai pas de flop série parce que je mettrais que She-Hulk, donc ça sert à rien. En matière de série, c'était She-Hulk. En matière de film, pour moi, le plus mauvais film que la franchise Marvel nous ait jamais fourni, c'est ce Thor 4. C'est ridicule. Non, c'est pas ridicule, c'est affligeant. C'est affligeant ce qu'ils ont fait à Thor, c'est affligeant ce qu'ils font aux dieux grecs, ce qu'ils ont fait à Zeus, la façon dont ils ont écrit leurs personnages, la façon dont ils ont rythmé ce film, la façon dont ils traitent le cancer, la façon dont ils font apparaître de nouveaux personnages, le côté bling bling, on dirait les chevaliers du ciel avec leurs armures cheloues. Même le personnage de Gore, qui est un méchant qui aurait eu du potentiel, ils arrivent à gâcher ça. Même l'usage du noir et blanc, qui est un des très rares points positifs du film, ne reste qu'un souvenir en demi-teinte parce que j'ai vécu une expérience vraiment assez affligeante en allant ce film. Et là, pour le coup, autant par exemple pour Morbius, plus le temps passe, plus le film me fait un peu pitié, je me dis qu'au final c'était pas si mauvais, que ça va. Plus le temps passe, plus je me dis que Thor 4 c'était vraiment on touche le fond et creuse encore, et pense atteindre potentiellement le centre de la Terre. Voilà. Et c'est pas le film le plus décevant de l'année. Heureusement quand même, histoire de terminer sur une petite étincelle, Marvel nous a quand même fourni après des trucs qui sont un petit peu plus sympathiques. Black Panther Wakanda Forever était pas du tout humiliant, mais pas non plus excellent, mais j'ai beaucoup aimé Werewolf by Night dont je vous ai déjà parlé un peu plus tôt quand je vous ai parlé de Morbius, donc il y a des trucs bien que la franchise a fourni cette année. Malheureusement pour eux, leurs films se suivent en fait, donc on pourra pas faire comme si celui-là existait pas, mais ça serait bien. En seconde position, nous avons la suite, un film d'horreur que j'apprécie beaucoup, qui m'a mais énormément déçue, c'est Esther 2. Le premier film était sorti en 2009, ce second film est sorti donc le 19 août 2022. Il dure 1h39, donc au moins il est pas très long, et pour moi c'est une suite absolument qui n'honore pas le premier film. Le premier film n'est pas du tout honoré, le premier film est bafoué, ils ont juste mis le nom d'Esther et ils ont repris le concept pour vendre, voilà, le but c'est de vendre du film, de vendre des places, mais sans respect pour l'œuvre originale qui était très bien toute seule dans son coin, qui ne nécessitait aucune suite, en plus c'est même pas une suite, c'est un préquel. Ils ont fait un préquel où tu dis bah on devrait en apprendre plus sur l'enfance de Esther, comme il y a toute cette histoire autour de Esther étant un enfant, ça serait intéressant, et ben non, pas du tout, c'est un préquel qui sert à rien, où ils sous-exploitent complètement plein d'éléments du film, où ils sous-exploite complètement le personnage de Esther et son actrice Isabelle Fuhrman qui est complètement sous-exploitée. Isabelle Fuhrman malheureusement depuis le premier film elle a vieilli, hein. Le premier film c'était en 2009 donc ça fait longtemps, ça fait 13 ans et au niveau du make-up ils ont pas du tout abouti leur truc alors que de base quand ils ont lancé le concept de faire une suite à Esther, ils savaient que ça allait être une problématique et la plupart des gens qui ont apprécié le film disent il faut passer outre. Bah non, il faut pas passer outre. C'était le défi numéro 1 du film et même le défi numéro 1 ils l'ont pas relevé. Ils auraient pu utiliser des effets spéciaux, des effets numériques, etc. On arrive à rajeunir des acteurs maintenant. Ils se sont même pas pris la peine de faire ça. L'histoire est bateau, les méchants ne sont pas intéressants, le background sur le personnage de Esther est inutile, n'apporte rien, ne nous apprend rien. C'est ni fait ni à faire. Pour le coup, l'avantage c'est que le premier film vivant très bien par lui-même et étant très bon par lui-même, on va pouvoir faire comme si cette suite n'avait pas existé. Avant de passer à ma déception numéro 1, et je pense que vous commencez à avoir des petites suspicions, des petits doutes, mais ça arrive, nous allons quand même faire les déceptions honorables, c'est-à-dire les déceptions de l'année, mais qui sont pas assez mémorables pour être dans le top 10. On commence par Abuela, par le réalisateur de Rec, mais beaucoup moins bien que Rec, beaucoup moins bien que The Visit. Une scène au début qui gâche tout le suspense du film, bref, dommage. Mort sur le Nil, Hercule Poirot, Mort sur le Nil, vous avez déjà vu les anciens films, bah ils en ont refait un, il est pas très bien, les fonds verts sont pas beaux, et l'avoir tourné pendant le Covid n'est pas une excuse pour faire des fonds verts pas beaux. En plus, bah, l'histoire on la connaît déjà, ça n'apporte rien de plus, dommage. Le secret de la cité perdue, un film humiliant de par son humour, truc de cul, bref. Il y a un personnage à sauver, mais je vous renvoie vers ma vidéo si vous voulez en savoir plus, là encore, très dommage. Firestarter, une adaptation de Stephen King qui part en cacahuète, tout simplement parce que le petit 1 l'avait déjà été adapté et en mieux. Petit 2, au casting, ils ont choisi des acteurs qui collent pas du tout au personnage, notamment Zac Efron en père de famille, voilà, ça colle pas trop. Le bal de l'enfer, je vous explique même pas, enfin, allez voir la vidéo, décevant. Dommage parce qu'il y avait le petit côté gothique, mais non. Strange World, j'en ai parlé très récemment sur la chaîne, c'est le dernier Disney. Et
je pense qu'on va l'oublier. En fait, pour vous dire le truc, la polémique qu'ils ont voulu faire autour du film est plus intéressante que le film en elle-même, donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus. On poursuit avec un film qui m'est revenu au montage, mais en flash comme ça, Buzz l'éclair. Je l'avais complètement oublié ce film. C'est aussi un Disney, enfin pour le coup c'est un Disney Pixar. Bon, en fait, le film m'a pas particulièrement déçu dans le sens où je savais dès le départ que c'était une très mauvaise idée de continuer la saga Toy Story, surtout de faire un préquel sur le jouet alors que nous on connaît Buzz en tant que jouet, là ils en ont fait en tant que film, enfin bref, c'était une mauvaise idée de base, ça s'est pas très bien passé et puis surtout le film est complètement oubliable. Je vous jure que si ça m'était pas revenu en flash, je l'aurais complètement zappé. Et dernière déception, mais pas assez mémorable pour être dans le flop 10, Fumer fait tousser de Quentin Dupieux. Quentin Dupieux, j'ai l'impression que plus on avance dans le temps, moins il prend attention à ce que ses films soient bien. Je sais pas comment dire. Quentin Dupieux, il a plein d'idées, c'est génial pour lui d'avoir plein d'idées, mais ce serait bien d'aboutir tes idées, tu vois. Ce serait bien de pas juste dire « Oh, j'ai une idée !» 3 post-it jaunes, vous savez, qui se collent comme ça. Il écrit 3 post-it, il les colle sur un grand tableau, et il lance le tournage, boum boum, on lui débloque des financements, parce que déjà ses films coûtent pas trop cher, et qu'en plus ça attire des spectateurs, parce que Quentin Dupieux, c'est un nom maintenant qui fait vendre, parce que c'est quelqu'un d'un peu décalé, etc. Mais là, Fumer fait tousser, je suis désolée, c'est un peu affligeant. C'est pas nullitique, mais c'est pas du tout bon par rapport à d'autres films comme Le Dain qu'il a pu faire. Là, il y a quelques idées, mais ça s'arrête là. Et puis, ça commence à être un peu répétitif au niveau des ambiances. Donc non, déçu. On ferme ici les films décevants mais non mémorables. Et nous en arrivons à notre numéro 1. La déception de l'année. Je vais pas faire un suspense trop long parce que vous vous en doutez, c'est Jurassic World 3. C'était absolument désespérant. Et quand j'y repense encore aujourd'hui, c'était désespérant. Ce dont je me souviens le plus de ce film, c'est moi luttant contre le sommeil. Parce que j'ai lutté contre le sommeil dans ce film, tellement c'était petit 1 décevant, petit 2 mauvais. C'est subjectif comme sentiment, mais là, honnêtement, Jurassic World 3, il n'y a pas grand chose à sauver dans ce film, et puis surtout, là où il y a une dimension extrêmement décevante, c'est que Colin Trevorrow, qui est donc derrière ce 3e film, et qui était également derrière le premier Jurassic World, nous a proposé en 2019 un court-métrage qui s'appelle Battle at Big Rock, qui est exactement ce qu'on voulait dans ce film. À la fin du 2, qui est réalisé par Bayona, qui est personnellement un bon Jurassic World. Honnêtement, j'ai bien aimé le 2 parce qu'il y a une photographie, il y a une volonté esthétique. Certes, le scénario est pas transcendant, mais voilà, il y a quelque chose. À la fin du 2, les dinosaures s'échappent et ils sont plus coincés sur l'île, donc ils s'échappent sur le continent. Et on en arrive donc enfin à ce qu'on attend depuis le début avec ces histoires de Jurassic World et Jurassic Park, un monde où les humains vont devoir cohabiter avec le dino. C'est ça qu'on veut, c'est ça que tout le monde voulait pour ce film. La majorité du public attendait de ce film, et c'est ça que nous offrait en plus le court-métrage de 2019, Battle at Big Rock, où on avait un T-Rex qui défonçait un cinéma en plein air, là je sais plus comment ça s'appelle, un drive-in, donc un cinéma où les gens ils arrivent avec leur voiture, qui défonçait un drive-in, et où on avait donc un problème de cohabitation, dirons-nous, entre le T-Rex et les gens. Et c'est pas ce que nous a offert le film. Le film a refait une île, mais pas au milieu de l'eau, au milieu des montagnes et de la neige. Mais c'est le même principe. Le film a juste repris l'ancienne recette en moins bien. Au lieu de rester sur les dinos comme le sujet du film l'indique, ils sont partis sur des sauterelles préhistoriques, mutantes, gigantesques, enfin... Non, ils ont rameuté les anciens héros des premiers films pour faire un fanservice malvenu, alors que les anciens héros, bah certes ça fait peut-être plaisir de les voir, mais bon, leur ligne de dialogue, leur ligne de scénario, enfin, je vais pas vous refaire la vidéo, je vous renverrai vers la vidéo, mais le film m'énerve encore. La déception est encore présente. Il y avait tellement de potentiel, et au début, il y a des passages qui sont bien. Le passage où tu vois le grand long cou au milieu des autres, tout le monde qui s'arrête, qui se sont habitués à vivre avec eux, donc ils savent que les longs coups c'est des herbivores, mais bon c'est des grosses bestioles, donc tout le monde s'arrête sur le chantier, ils attendent qu'ils passent et ensuite ils reprennent leur activité. C'est ça qu'on veut. Alors pas besoin d'aller sur une île à l'autre bout du monde pour ça, mais bon, ils ont rameuté Omar Sy, j'ai pas compris, laissez-le là où il était. On avait oublié qu'il était dans le premier film, c'était très bien. Enfin, le truc sur l'île de Malte avec les trafics de dinosaures et les riches qui s'achètent certains modèles de dinosaures, certaines marques de dinosaures qu'ils ont pas dans leur collection. Intéressant, va plus loin. Et non, encore un complexe tout fermé, et encore on invente des nouveaux dinos, comme si les dinosaures qu'on a déjà ils font pas assez peur. Autant de gâchis de potentiel, c'est honnêtement la déception de l'année. On ne peut pas faire mieux, Thor 4 ne fait pas mieux, Esther 2 ne fait pas mieux. Là c'était vraiment la déception de l'année parce que moi c'est le sentiment que j'ai, la recette était si simple. Satisfaire les attentes d'un public qui attend une confrontation entre la société humaine et les dinosaures depuis quasiment le premier Jurassic Park était si simple. Et non, du gâchis de potentiel, mais level déception suprême. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur les 10 plus grosses déceptions, mes 10 plus grosses déceptions de l'année 2022. Comme je vous l'ai dit dans l'avertissement, n'hésitez pas à me donner vos
films les plus décevants de l'année 2022, on n'aura probablement pas les mêmes, et ça se trouve, il y a des films que j'ai mis dans mes déceptions qui pourront être des agréables surprises, et inversement, il y a des films que moi je mettrai dans mon top 10 la semaine prochaine, car oui, la semaine prochaine, on se retrouve pour le top 10, qui seront peut-être pour vous d'énormes déceptions, ça vous le saurez mercredi prochain, mais je suis quand même contente d'être revenue sur ces 10 films, même si je me suis énervée, je suis désolée. Mais au moins, vous voyez que mon top 3, c'est vraiment les plus décevants de l'année. Si vous avez apprécié cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit like pour me soutenir, ça fait toujours extrêmement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous voulez voir mes autres contenus, on fait généralement des retours, donc des avis subjectifs, personnels, sur les films d'actualité, sur l'actualité. On suit aussi les sorties séries ensemble par des t-shirts, donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à activer la cloche pour être tenu au courant de tout ça. Et surtout, rendez-vous mercredi prochain pour le top 10, cette fois-ci on sera dans le positif. Moi je ne vous embête pas plus, je vous souhaite dès à présent une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bons visionnages. Commencez à préparer les compteurs, là on est rentré dans les déceptions de 2023, donc ça y est, on est à fond. Prenez soin de vous, et nous on se dit, comme toujours, à très vite. Je suis encore enrhumée. L'état grippal, c'est une semaine à 10 jours. Là, ça fait plus d'une semaine, j'avoue que je commence à en avoir marre. Je vais être pile plus malade pour la reprise du boulot. C'est démoralisant. Let's go. On est parti. Je suis pâle comme un mort, non? Vous avez décidé de tous me faire chier aujourd'hui. Tous. Toute l'humanité a décidé de venir me faire chier en dessous de chez moi. Steve Kloves, qui est de... Même dans le Spider-Bite Guys Without Spider-Man de Sony Universe. Ce film, c'est un mauvais... Je sais pas... Un mauvais satire du film que ça aurait dû être. Et c'est pas le film le plus décevant de l'année. On va poursuivre le suspense. La dépression. Sauterelles préhistoriques. Au lieu de rester sur les dinos, ils sont partis sur des sauterelles préhistoriques. Le truc sur l'île, alors pas besoin d'aller sur une île à la con pour ça, mais bon, et ben j'étais encore bien énervée, je savais pas que j'avais encore tout cet énervement. Enfin, j'avais fait mes petites notes, j'avais fait mon petit top, et en plus, honnêtement, j'ai pas hésité. Pour le top 3, j'ai pas du tout hésité, ils me sont venus naturellement, comme ça. Oh, et je pense que je vais pas me faire des amis en ayant mis Quentin Dupieux dans les déceptions non mémorables. Power Rangers, machin, et quelle déception, mais quelle déception. En tout cas, j'ai hâte de lire vos flop 10, honnêtement, parce que j'avoue que le mien, il a été assez facile à faire, et puis j'ai juste repris les films que j'ai regardés cette année, dont je vous ai parlé sur la chaîne. La plupart des films me sont venus comme ça, il y en a 2-3, je me suis dit, j'ai un peu hésité sur la fin, j'ai hésité sur le placement d'Arthur Malédiction, mais honnêtement, ça m'est venu assez naturellement. Donc j'ai hâte de voir ce qui vous me vient assez naturellement, est-ce qu'on aura les mêmes? Je pense qu'il y en a qui vont beaucoup revenir, Jurassic World. Merci d'avoir regardé cette scène post-générique.